Donc on a vu qu'il fallait une description objective du comportement des filles, qu'il fallait également définir ce qui est proche mais exclu. Et puis donc la chose sur laquelle on va un petit peu plus s'attarder, c'est comment mesurer la dimension pertinente, comme on l'a vu. Donc comme on l'a vu, selon le type de trouble du comportement, on va plutôt s'intéresser à une fréquence, à une durée, à une intensité. Et pour ça, en fait, ça va dépendre du type de comportement qu'on a. Donc, en général, si on a un comportement clairement défini, dans le sens où il a un début et une fin clairs, et puis qui n'est pas trop fréquent, dans ce cas-là, on va choisir de mesurer sa fréquence, c'est-à-dire combien de fois il se produit sur un temps donné. Donc sur ma matinée d'école, 2h30 par exemple, ou 3 heures, combien de fois il s'est produit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Ça peut être aussi le taux, ça veut dire qu'après on ramène par unité de temps, donc combien de fois par heure, combien de fois par minute. C'est utile quand on a des périodes différentes. Par exemple, il peut avoir 3 heures d'école le matin, 2h30 l'après-midi. Et puis, on ne peut pas comparer une fréquence, enfin, on ne peut pas comparer un nombre de fois si la période de temps concernée n'est pas identique. Je ne peux pas comparer combien de fois c'est produit sur 3 heures par rapport à combien de fois c'est produit sur 2h30, parce que forcément 2h30 c'est plus court, donc il y a moins d'opportunités que ça se produise. Donc là, ça va être utile de ramener donc ce nombre par heure ou par minute, éventuellement. Voilà, donc quand on veut mesurer une fréquence, quelque chose qui est bien utile et qu'on utilise, c'est tout simplement un compteur. Voilà, c'est la chose qu'utilisent les personnes pour compter les passagers dans les avions ou les ornithologues pour compter le nombre d'oiseaux qui passent. Enfin, voilà, c'est tout simplement un petit compteur. Donc on accroche en général un petit mousqueton à la ceinture, et puis quand il y a un problème qui se produit, et ben on clique. Et comme ça, on a notre fréquence sans devoir poser, aller côté, etc. C'est quelque chose en fait qui permet de rester fluide et de continuer à faire ce qu'on fait sans perturber ce qu'on est en train de faire. Voilà, ensuite, quand on veut mesurer une durée ou une latence ou un temps interréponse, c'est-à-dire que un temps interréponse, c'est par exemple, j'ai une série d'exercices à faire. Une série de fiches d'exercices, par exemple, j'en ai 5 à faire. Je vais faire la première, et combien de temps je vais mettre entre la fin de la première et le début de la deuxième? Combien de temps je vais mettre avant d'enchaîner, en fait, de m'engager? Et on sait que voilà, les personnes avec autisme, elles ont souvent des troubles des fonctions exécutives, donc c'est-à-dire planifier, enchaîner une action, et que c'est souvent un paramètre pertinent et à enseigner de pouvoir enchaîner des tâches. Et donc, quand je veux mesurer une durée d'un trouble du comportement, ou une latence, ou un temps interréponse, dans ce cas-là, je vais utiliser en général un chronomètre. Donc tout bête, début du problème, ou début de l'arrêt de la tâche, ou je ne sais quoi, je mets en route. La personne se réengage dans son comportement d'exercice, ou alors le trouble du comportement cesse, hop, j'arrête mon chrono et je fais des relevés de temps. Ça peut être, ce qui est pas mal avec les chronomètres, ça veut dire ce qui est bien, c'est que je peux enregistrer mes temps. Donc je suis pas obligée d'aller coter à chaque fois directement combien de temps a duré l'épisode. Ou alors je peux aussi faire de la durée cumulée, c'est j'arrête, je reprends, et à chaque fois le compteur s'arrête là où il était, reprend là où il était, et donc il cumule les temps de comportement des filles ou de non-engagement dans des tâches attendues. Donc voilà, c'est quelque chose d'utile. On va aussi utiliser la durée quand on a un comportement de haute fréquence, en fait, qui n'est pas continu, mais de haute fréquence. Si un élève, il tape tout le temps son stylo comme ça va être plus... mesurer la fréquence, il faut vraiment... la fréquence est très élevée en fait, et c'est souvent les personnes font ça par épisode, et donc ça va être plus pertinent parfois de mesurer la durée d'un épisode plutôt que le nombre d'occurrences. Mais bon,
ce qu'il faut savoir, donc, c'est que c'est important de choisir la bonne dimension du comportement à mesurer déjà en amont. Et puis, on peut aussi faire de l'enregistrement, ce qu'on appelle par intervalle, justement. Quand on a des comportements de haute fréquence, ça veut dire on prend une période de temps. Je veux observer le comportement sur 10 minutes et je divise en intervalles de 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Et à chaque fois, si dans mon intervalle, le comportement apparaît, hop, je coche que dans mon intervalle, le comportement est apparu et après, je compte le nombre d'intervalles pendant lesquels mon comportement est apparu. Et après, je peux avoir une idée de soit un pourcentage d'intervalle ou quelque chose comme ça, et une mesure de base justement sur laquelle me poser pour décider de l'intervention et comment je vais mesurer l'amélioration ou pas du comportement lors de mon intervention. Et je donnais cet exemple par une personne qui tapote. Ça peut être aussi un comportement qui a un début et une fin peu précis. Ça peut être par exemple des personnes qui chantonnent. Si un enfant... C'est difficile de savoir quand est le début, la fin. C'est quelque chose qui module pas mal. Et donc, un enregistrement par intervalle, ça peut être vraiment pertinent dans ces cas-là. Une dernière manière de mesurer un comportement, on va dire, des filles, c'est par le produit permanent. Donc, en gros, c'est le résultat du comportement. Donc, si un objet a été cassé et que, on peut observer qu'il est éparpillé en morceaux, c'est ce qu'on appelle le produit permanent. Donc, ça peut être une dernière manière de le mesurer. C'est pas quelque chose qui s'applique... on ne peut pas l'appliquer comme ça à tous les comportements. Hein. Ça peut être, par exemple, si on a fait un exercice, est-ce qu'il est fini ? On laisse aussi un produit permanent, la trace de ce qu'on a fait. Voilà. Donc on va maintenant regarder ensemble une petite vidéo où vous verrez un enfant qui a des comportements de mise en bouche d'objets. Et donc, l'idée là, c'est pas de débattre est-ce que c'est un comportement des filles ou pas. On va considérer que oui, parce qu'il met en bouche beaucoup de matériel éducatif et que ça perturbe ses apprentissages. Et donc, l'idée de le petit exercice que vous avez à faire, donc c'est en regardant cette vidéo, de définir de manière objective ce comportement, de définir aussi les comportements exclus mais proches. Et puis, enfin, de définir un moyen, la dimension qu'on coterait, et puis le système de cotation qu'on mettrait en place. Donc, je vous laisse regarder la petite vidéo, définir le comportement, les comportements proches mais exclus, la cotation, le système de mesure du comportement. Et puis, donc, on en discute juste après pour donner des pistes sur ces 3 paramètres. Donc, on a regardé cette petite vidéo. Donc, on voit l'enfant porter à la bouche des objets. Notre définition, ça pourrait être l'enfant porte à la bouche tout objet non alimentaire ou des aliments qui jonchent sur le sol, par exemple des miettes de pain. Ça peut être, par exemple, notre définition pour ces comportements de mise en bouche. On peut aussi dire que c'est considéré comme mise en bouche seulement si l'objet y passe le seuil des lèvres. Si l'enfant tapote l'objet sur ses lèvres, dans ce cas-là, on ne le considérera pas comme des comportements de mise en bouche. Exclu, donc mise en bouche des aliments qu'on lui propose, parce que forcément, on attend dans ce cas-là qu'il les mette en bouche, forcément. Et puis, si l'objet ou l'aliment souille et touche les lèvres, mais ne passe pas leur seuil. Donc ça rejoint le critère qu'on avait mis dans la définition, qui est que ça doit passer le seuil des lèvres. Donc la mesure qui semble la plus pertinente dans ce cas-là, le comportement, il apparaît, mais il n'est pas non plus trop fréquent au point qu'on ne peut pas bien mesurer chaque occurrence, auquel cas là, on va mettre en place tout simplement une mesure de fréquence avec un compteur. Donc je prends mon petit compteur, chaque fois que je vois une mise en bouche, je la clique et puis j'aurai un nombre de mises en bouche sur un intervalle de temps. Voilà.
Donc là, on va regarder la deuxième vidéo et je vais vous laisser... Alors là, je ne vous dis pas le comportement qui est à côté, je vais vous laisser le nommer, le définir également les comportements proches mais exclus, et puis le système de mesure qu'on pourrait mettre en place. Donc ça, c'est un comportement bien sûr qui est un peu différent et qui demande autre définition, autre système de mesure que ce qu'on a vu précédemment. Et on se retrouve juste après pour, pareil, pour proposer justement une définition et un système de mesure. Donc sur cette vidéo, on a vu donc un enfant qui a des comportements, là je pense qu'on peut être assez d'accord, qui peuvent poser problème. Et donc le comportement à côté pourrait être intitulé déambulation avec vocalisation par exemple. Ce que je fais, c'est des propositions, hein. Je veux dire, on peut bien sûr définir les comportements de manière différente et puis inclure, exclure des comportements selon le fait que certains ressemblent ou pas. On verra toujours que c'est en fonction de la fonction justement. Donc ma définition, ça pourrait être déambulation sans but apparent accompagné de vocalisation en continu ou quelque chose comme ça. Après, on décide est-ce qu'on inclut, est-ce qu'on exclut des déambulations seules ou des vocalisations seules. On exclut aussi donc, des déambulations avec un but, par exemple se déplacer d'une pièce à l'autre pour aller y faire une activité, pour aller chercher un objet. Et puis la mesure qui semble la plus appropriée, ce serait une mesure de durée, puisque le comportement il est continu. Donc il ne correspond pas à une fréquence, à une mesure de fréquence. Et là, l'intervalle n'est pas nécessaire dans le sens où il n'est pas modulé, il est vraiment continu avec une intensité semblable et un épisode constant. Voilà. Donc on a vu comment repérer et mesurer un comportement défi. Donc ça, c'est la première chose à faire, bien sûr, pour pouvoir se mettre d'accord sur « ok, c'est un comportement défi, on le voit comme ça, on le mesure comme ça ». Seulement, ce qui va maintenant être pertinent, c'est de pouvoir l'analyser en vue de l'intervention. Et donc, c'est la partie suivante, c'est l'évaluation fonctionnelle des comportements défis.